Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire ce soir, à la une, la Cour des comptes engage une synergie d'action entre les institutions républicaines. Dans cette optique, elle a entamé une série de prises de contact. Première étape, le Conseil économique et social. Nous parlons également de la relance de la créveticulture. Le gouvernement s'engage à remettre en état les unités de reproduction des îles Foteba et Koba à l'abandon depuis 2 décennies. Conakry a abrité récemment une rencontre sous-régionale sur la gouvernance routière et la citoyenneté. Des propositions sont faites pour une réduction drastique du taux d'accident dans le pays. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres. Coup de projecteur sous la Cour des comptes. L'institution a entamé une série de prises de contact avec les autres institutions pour une synergie d'action. Première étape, le Conseil économique et social. Là, il a été question des missions de contrôle et de certification de la gestion des comptes publics. Reportage Elhadji Yaya Silla. La Cour des comptes est une juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Dernière née des institutions républicaines en Guinée, elle est la représentante de l'État auprès des organisations internationales. L'institution dévoile sa mission au Conseil économique et social. Les deux institutions ont presque la même vision. Et c'est celle de moraliser la vie publique et d'améliorer les conditions de vie de la population. Créée pour la première fois en 1967, puis rattachée à la présidence de la République, la Cour des comptes a suivi son petit bonhomme de chemin dans l'ombre de l'exécutif jusqu'en 2011. L'exigence de la transparence, de l'imputabilité et de reddition des comptes attachés à la gestion des deniers publics ont conduit à la réforme des corps de contrôle et d'assainissement économique et financier du pays. La Cour des comptes au plan national et la juridiction de contrôle a posteriori. Ça pour un peu répondre à l'inquiétude que le citoyen peut avoir et que nous-mêmes, l'impression qu'on avait de la Cour avant d'être à la Cour, c'est-à-dire dire que la Cour des comptes doit servir de gendarme financier pour réprimer à chaud tout ce qui est mauvaise gestion et selon la clameur publique et tout ça. Mais une fois à la Cour des comptes, on a compris que les procédures sont fortement normalisées et de sorte que la Cour des comptes établit un programme annuel de contrôle et dans lequel la Cour inscrit des entités à contrôler en fonction des critères objectifs de contrôle. Et toute entité qui n'est pas inscrite dans ce programme, en principe, ne peut faire l'objet de contrôle. Moi, je dirais que la Cour ne traîne pas les pas parce qu'on a tendance à nous comparer aux autres institutions de contrôle, notamment les missions d'inspection. Nous intervenons a posteriori. Alors qu'eux, ils font des contrôles inopinés, des contrôles a priori ou concomitants. La Cour des comptes juge, évalue, contrôle et certifie les comptes publics. C'est une institution consultative au même titre que le Conseil économique et social. Il est très bon que les institutions se concertent, qu'il y ait des concertations institutionnelles, ça peut aider. Parce que si nous maîtrisons, nous comprenons les textes et lois, c'est facile de les divulguer. C'est le rôle aussi du Conseil économique. Parce que on donne des avis et des recommandations. Or, quand vous voyez le rôle de l'institution aussi, eux aussi, c'est-à-dire c'est une question de complémentarité. La Cour des comptes a entamé les prises de contact avec ses partenaires publics. Elle poursuivra cette série d'informations et de sensibilisation dans les prochains jours avec d'autres entités. En déplacement, le ministre de l'Industrie s'est rendu dans la zone industrielle de Dubreka. Tibou Kamara a rencontré les travailleurs de l'usine de fabrication du fer à béton. C'est pour mettre fin à la crise qui existe entre les travailleurs et les promoteurs de cette unité industrielle. Abdul Karim Kamara, compte rendu. Le village de Kembou, préfecture de Dubreka. Depuis 2015, des défaillances d'ordre technique et social sont enregistrées au sein de cette unité de fabrique de fer à béton. Dans cette usine, les problèmes persistent. Et pour aider à trouver des solutions de sortie de crise, le ministre a pris son temps pour écouter les acteurs. Les 387 salariés se plaignent de leurs conditions de traitement.
Nous souffrons ici, monsieur le ministre. On a beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas tout raconter ici. La sous-traitance, c'est parce qu'il n'y a pas un contrat entre nous et l'entreprise ODAV. Il y a des entreprises qui sont dans l'ODAV ici, qui nous donnent le contrat. Aucune règle n'est respectée, même le code de travail n'est pas respecté ici. On travaille 12 heures. L'argent qu'on nous donne, les 12 heures, certains sont payés à 35 000, 50 000, le plus payé c'est 60 000. ODAV Multi-Industrie n'est pas restée indifférente à son environnement social. L'objectif de la société est de pérenniser ses activités conformément à la réglementation et à la législation guinéenne. Dans le vif, Tibou Camara tranche. Pour lui, l'industrialisation de la Guinée ne doit pas se faire dans le désordre et l'insécurité pour les Guinéens. Une commission est mise en place pour surmonter les dysfonctionnements. La vocation de l'État est simple. Préserver les intérêts des Guinéens, les protéger dans leur travail, mais également créer les meilleures conditions d'accueil pour les investisseurs et les investissements. Nous voulons une industrialisation parce que c'est la clé de l'avenir et c'est également un pan important de notre économie nationale, mais nous voulons que tout cela se fasse dans le respect des lois de la République en tenant compte des intérêts supérieurs de la nation guinéenne. L'usine ODAV Multi-Industrie est installée en Guinée depuis 2011. Elle exerce sur 2 sites et sa capacité de production est de 80 000 tonnes de fer à béton par an. Ça y est, les choses sérieuses commencent à Mamou. La ville accueille déjà les équipements pour l'installation de l'usine de transformation de la pomme de terre en frites. Un geste du président de la République qui vient redynamiser le segment de conditionnement et de la commercialisation. Fodé Camara. Chose promise, chose due. À Mamou, ville Carrefour, 8 containers remplis d'une panoplie d'équipements sont accueillis par les autorités locales et les acteurs du développement rural. Un arsenal destiné à l'installation d'une usine de transformation de la pomme de terre. Une unité agro-industrielle d'une capacité d'1 tonne à l'heure de produits finis. Des frites congelées et emballées d'1 kilo et de 2,5 kg. Une première. Vous savez, quand le professeur Alpha promet, il le réalise. Voilà un exemple concret de ce qui se passe. Il nous avait promis à Mamou l'usine de pommes de terre. Et voilà 8 conteneurs de ce gabarit, dont l'un est ouvert pour nous permettre de voir ce matériel, ce grand matériel. Donc nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici. Employant plus de 400 personnes, la conserverie de Mamou est à l'arrêt depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, sur le site de l'ancienne conserverie, cette usine de transformation de la pomme de terre vient bonifier l'employabilité des jeunes et réduire les pertes post-récolte qui étaient de l'ordre de 40%. Chaque mois, chaque 2 mois, il y aura des usines qui viennent, qui vont nous promettre que non, on va reprendre les conserveries. Ils vont dire qu'ils vont faire la tomate, mais on ne les va pas. Si à travers notre président, professeur Alpha Condé, on commence à mouvementer le conserverie à travers l'usine de pommes de terre là, vraiment c'est une fierté pour nous. D'ores et déjà, la question de l'approvisionnement en matières premières de cette usine de pommes de terre interpelle les producteurs et les experts. Le professeur ne s'est pas trompé d'envoyer cette usine à Mamou parce qu'un des exemples est là. Déjà, si un producteur a en moyenne 30 hectares, c'est-à-dire que l'usine aura toujours le matériel à transformer. Et nous le félicitons et on le remercie. Tous les jours, on me demandait ton usine de pommes de terre. Ce n'est pas encore arrivé. Donc j'ai été très satisfait de voir les conteneurs là à Mamou. Et ça a été une occasion, moi aussi, pour dire à tout le monde que l'usine est là. Et venir voir les champs, parce que l'usine, c'est les pommes de terre. Ça travaille les pommes de terre. Il faut bien les pommes de terre.
Au-delà de la saison de culture, en période de soudure, cette usine de Mamou est susceptible de freiner les importations et approvisionner le marché local et même sous-régional. Cette industrialisation, pour plus de valeur ajoutée, vient compléter la filière pomme de terre. La Loterie nationale de Guinée a une nouvelle directrice. Son nom, Aminata Silla. Elle vient d'être installée dans ses nouvelles fonctions. Elle prend les rênes de cette entreprise au moment où celle-ci est secouée par une crise liée à la malversation financière. Le point avec Falilou Diallo. Aminata Silla est la nouvelle directrice générale de la Loterie nationale de Guinée. Une nomination qui intervient à un moment où cette EPA est secouée par une malversation financière. Conformément aux instructions de M. le Président de la République et de son Premier ministre, une restructuration qui n'aura d'autre but que l'instauration dans le secteur des jeux d'une gestion performante et l'édification d'un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique, fondé sur la transparence et la redevabilité entre l'État et les opérateurs privés. La restructuration dans le fonctionnement de l'entreprise, la révision des contrats avec les sociétés de jeux, faire de la LONAGUI une des principales contributrices aux recettes de l'État. Voilà entre autres défis que doivent relever la nouvelle direction. Ce que je peux dire au nom de Monsieur le Président de la République, c'est que Madame la Directrice Générale sort d'une école, celle du professeur Alpha Condé, qui est une école de rigueur et de générosité. Rigueur dans le travail, générosité pour l'intérêt commun, l'intérêt de tous les Guinéens. Créée en mars 2000, la LONAGUI est l'institution chargée par l'État du développement et de la régulation du secteur des jeux en Guinée. Aujourd'hui, le secteur emploie plus de 5000 personnes avec un chiffre d'affaires annuel des sociétés du secteur estimé à plus de 300 milliards pour une contribution de plus de 36 milliards en 2017 au titre de redevance au Trésor. Et puis la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence prime les meilleures entreprises qui se sont illustrées dans la croissance économique du pays. Au compte de l'année 2018, 20 entreprises et 20 personnalités championnes économiques ont été primées. Reportage Aboubakar Junior Camara. Les critères pour rafler ces prix sont préalablement établis. Nombre de jeunes Guinéens employés, le soutien des initiatives juvéniles, l'innovation, l'impact sur les communautés où sont implantées ces sociétés, la qualité des services et de prestations. Les perspectives incluent également la vérification du paiement fiscal. Il faut aller plus loin pour voir qu'est-ce que ces entreprises-là apportent à l'économie nationale. Est-ce que c'est des entreprises qui payent l'impôt? Est-ce que c'est des entreprises qui contribuent aux taxes? Est-ce que c'est des entreprises qui contribuent au développement de leur communauté? L'initiative est soutenue par les partenaires techniques et financiers de la Guinée, mais aussi le Conseil national du patronat de Guinée. Je pense que ce genre d'initiative véritablement non seulement permet à ces personnes-là d'avoir un nouveau souffle d'énergie, d'avoir une nouvelle dynamique, d'avoir la propulsion nécessaire pour faire mieux, mais également ça permet à ceux qui sont à côté de suivre l'exemple et de croire en eux, de penser qu'ils peuvent véritablement faire mieux. Nous ambitionnons de créer une banque d'investissement typiquement guinéenne à des capitaux privés, de façon à pouvoir répondre aux attentes et aux aspirations des jeunes entrepreneurs guinéens. Grâce au leadership du président Alpha Condé, la Guinée attire et retient plus d'investisseurs avec son agence de promotion des investissements privés. Il est donc nécessaire de créer une émulation entre les sociétés pour le bien-être du Guinéen. La 10e édition s'annonce bien donc pour la COP Guinée, avec l'implication des pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Direction la région forestière où se poursuit le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet réintégration socio-économique. Le comité de pilotage vient de tenir sa première session en Zéro-Corée sous la présentation des résultats du programme. Plus de 1000 jeunes à risque et des groupes vulnérables sont concernés par ce projet. Plus d'informations avec Moussa Komara. Après son lancement en mars 2018 à Zéro-Corée, le 3e programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, PASS 3, volet réintégration socio-économique, a atteint sa vitesse de croisière. Les membres du comité de pilotage présentent ici les premiers résultats obtenus dans les 3 villes bénéficiaires, Kékédou, Lola et Zéro-Corée.
Ainsi, un nouveau plan d'action est défini pour l'année 2019. Il y a eu des enquêtes, il y a eu la cartographie, il y a une liste prédéfinie de bénéficiaires qui vont être présentés et validés par ce comité de pilotage, qui va également valider les orientations actuelles données aux bénéficiaires, genre dans les formations professionnelles, dans la formation en entrepreneuriat. Ce programme financé par l'Union européenne à plus de 20 milliards de francs guinéens va réintégrer 1300 jeunes à risque et groupes vulnérables en région forestière. Les membres du comité de pilotage vont valider la liste de ces bénéficiaires afin qu'ils puissent obtenir des formations professionnelles. À la fin de ce projet, ce que nous attendons, c'est que tout d'abord les 1300 personnes soient bien intégrées dans la société, est une activité génératrice de revenus durables qui permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Et ça, sur le long terme, j'espère que dans 10 ans, si je reviens à Nzérékoré et que je rencontre des bénéficiaires, ils seront établis, ils enverront leurs enfants à l'école, ils auront des conditions de vie décentes parce que c'est vraiment là le but du projet. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique se réjouit de cette approche. Donc on en a déjà la preuve avec le PARS RSE2, le PARS de RSE, qui a employé plus de 2000 jeunes qui aujourd'hui sont franchement hors de besoin, aujourd'hui qui se prennent en charge. Ce programme est mis en œuvre par l'UNOPS et l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Résultat attendu, améliorer la cartographie du système de l'enseignement technique, la formation des bénéficiaires en auto-entrepreneuriat et réduire la vulnérabilité dans la région. Sous la haute autorité de Monsieur le Président de la République, chef des armées, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, informe les jeunes candidats au recrutement au sein des forces armées guinéennes que les opérations d'enrôlement se dérouleront au titre de l'année 2019 dans les conditions ci-après. Critères de recrutement. Le recrutement est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les critères suivants. Être de nationalité guinéenne, être âgé de 18 à 28 ans au 1er janvier 2019, jouir de ses droits civiques, présenter les aptitudes physiques et intellectuelles exigées pour l'exercice du métier des armes, savoir lire et écrire. Dossier de candidature. Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes. Une demande manuscrite adressée au ministre d'État des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, une copie légalisée d'extrait de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, 4 photos d'identité, un certificat de nationalité guinéenne, une copie de la carte d'identité nationale universitaire ou scolaire, un extrait de casier judiciaire, un certificat médical de visite et de contre-visite, une copie légalisée du diplôme détenu ou d'attestation de niveau, un certificat de résidence datant de moins de 3 mois. Lieu de dépôt des dossiers de candidature. Le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les chefs-lieux des préfectures et des communes urbaines. La date limite de dépôt des dossiers est de 30 jours à compter de la date de diffusion du présent communiqué. Conakry, le 1er février 2019, le ministre d'État, Dr Mohamed Ghané. Aquaculture, relance de la crevetticulture. Vous comprendrez là que nous allons parler de crevettes. Il y a 2 décennies, l'État guinéen avait construit des unités de reproduction de la crevette sur l'île de Fotoba et à Koba dans Bofa. Depuis, ces unités sont à l'abandon, mais pas détruites heureusement. Il s'agit maintenant de les relancer pour développer cette culture. Ansman Toumani Kamara. Sur l'île de Fotoba, l'écloserie de Tamara. Cette unité en arrêt depuis 20 ans servait à reproduire la crevette pour alimenter le bassin de grossissement de Koba dans Bofa. Avec ses 4 départements, l'écloserie de Tamara a lancé sa production en 1995 avant de s'arrêter en 1999 pour mauvaise gestion. Pendant cette période, la vente de la crevette a été une source importante de devises pour la Guinée. Et l'Agence nationale de l'aquaculture récemment mise en place vient faire sa toute première mission de reconnaissance sur le site. Après ici, nous allons voir avec cet opérateur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et comprendre aussi pourquoi la situation est telle comme nous l'avons vu et réfléchir avec d'autres partenaires qui sont aussi intéressés à
valoriser ce potentiel que nous considérons être vraiment important pour l'emploi des jeunes et pour même, si vous voulez, l'exportation de cette espèce de crevette qui est considérée être une espèce prisée sur le marché international. Les crevettes étaient une source de revenus qui dévise pour notre pays. 20 ans après l'arrêt, les équipements de l'écloserie de Tamara n'ont pas été vandalisés. L'opérateur économique qui a obtenu de l'État un contrat d'exploitation du site veille sur Tamara et Koba. Sur la terre ferme à Koba, le site de grossissement de la crevette est transformé en zone de rizipisciculture. À côté, les installations de traitement et de conservation de la crevette viennent d'être entretenues. Des investissements privés pour relancer ces installations qui ont coûté des millions de dollars à l'État guinéen. Aujourd'hui, du bâtiment administratif à l'unité de Froa, tout est entretenu et fonctionnel en attendant une solution durable pour la reprise de la creveticulture en Guinée. De l'aquaculture à la pêche, les débarcadères de la capitale, une autre source de revenus pour le trésor public. Ils contribuent ainsi à l'amélioration de l'économie du pays à travers les taxes payées par les pêcheurs, ce qui permet d'ailleurs à l'État d'accompagner cette autre activité génératrice de revenus. Explication image Al-Gassimba. Les débarcadères sont des sources importantes de recettes pour l'État. Ils participent intensément à l'activité de la vie économique, surtout dans la capitale. Ils sont une vingtaine de débarcadères à Conakry, mais seuls 4 sont aménagés. Pour leur gestion par les pêcheurs artisanaux, les taxes sont payées au ministère des Pêches et celui des Transports. Il y a 5 taxes que l'ANAM demande. Pour le ministère de la Pêche, c'est la licence. Donc pratiquement, avec la carte de pêche, donc pratiquement les pêcheurs artisans payent 7 taxes à l'administration guinéenne. 2 du ministère des Transports et de la Pêche, 5 du ministère de Transport. La Direction nationale de la pêche maritime et la coordination nationale des débarcadères s'accordent que la participation de ces infrastructures de pêche à l'économie nationale est importante. Plusieurs milliards de francs guinéens seraient versés chaque année par les pêcheurs artisanaux dans les caisses de l'État. Ces fonds sont orientés dans le traitement salarial du personnel recruté pour l'entretien et l'amélioration des équipements réalisés dans le cadre du projet d'aménagement de ces débarcadères. En fait, les taxes sont définies même au niveau à la conception des projets de développement. Les projets de réalisation dans les phases d'études, on fixe un peu les taxes qui doivent être relevées et le mode d'utilisation de ces taxes-là. Au total, ils sont 234 débarcadères sur le littoral guinéen selon le recensement de 2016. Le projet d'extension et de réhabilitation de 5 autres débarcadères sur les côtes par les partenaires est en cours. Avec l'introduction d'une nouvelle race par le président de la République, le professeur Alpha Condé, plus de 2000 têtes sont en train d'être élevées par 100 groupements de la ville de Nzéro-Koré. Moussa Bangora, Momelamine Paye. Une autre initiative présidentielle très prisée est en expérimentation dans la région forestière. Après le secteur agricole, c'est l'élevage qui vient d'être doté d'une race améliorée de porcs dans la région. Depuis 2017, la porciculture devient de plus en plus attractive grâce à cette race de porc venue de la Côte d'Ivoire. L'objectif du chef de l'État est de promouvoir la sécurité alimentaire. À ce jour, des races comme l'Andras, Piétrin et Large White font la convoitise. Ces porcs peuvent atteindre jusqu'à 18 porcs sains à la mise bas. Pour leur chair, par exemple, un porc peut donner entre 205 et 300 kg. L'arrivée de cette race, et moi j'avais eu 4, c'est-à-dire un mâle et 4 femelles,
et se sont reproduits et aujourd'hui je suis à plus de 200 et quelques têtes. Cette initiative a été une très bonne initiative et elle continue d'être une très bonne initiative dans la mesure où les ports que nous avions au départ, ce n'étaient pas des ports très productifs en raison du fait que la consanguinité s'était installée et du fait que la reproduction, le croisement répété, la reproduction répétée avec les anciens mâles, père en fils, fille et mère, fils et maman, ça avait fait en sorte que la consanguinité s'était installée et ça a baissé considérablement la production des animaux du cheptel porcin en Guinée forestière. Avec l'implication du président de la République, la porciculture connaît un rythme ascendant dans la capitale forestière. Cependant, certaines difficultés de cohabitation entre agriculteurs et éleveurs sont à noter sur le terrain. L'une de nos difficultés aussi, c'est le manque de moyens financiers. Avec un tel nombre, si vous prévoyez 4 kilos par jour et par tête, vous extrapolez au nombre qui est là, par exemple, il y a plus de 300 et quelques têtes, vous voyez comment ça fait. Donc, on a ces difficultés-là aussi. Autre difficulté aussi, c'est l'accès aux produits vétérinaires. À partir du moment où nous avons eu cette race-là, vraiment nous allons œuvrer à vraiment changer le visage de nos porcheries. Dans la région de Nzérékoré, ils sont 210 nouveaux éleveurs à se constituer en groupement. Ces acteurs du monde rural veulent à travers cette initiative présidentielle développer la porciculture. Déjà, 2211 porcs sont élevés dans cette partie sud de la Guinée. Un reportage de Mohamed Salih Paye rendu par Valérie Tali Mané. Deuxième grand titre de ce journal, l'organisation guinéenne de la citoyenneté dans une dynamique de promotion de la gouvernance routière et de la citoyenneté. Elle vient d'organiser à Conakry un atelier sous-régional sur la sécurité. La rencontre a permis aux participants de faire des propositions de solutions pour une réduction drastique du taux d'accidents dans le pays. Daouda Tabansila. Les accidents de la circulation, le phénomène est encore d'actualité en Guinée dans la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi les gouvernements, les institutions, les ONG et la société civile sont préoccupés par le phénomène. L'Organisation guinéenne de la citoyenneté OGC a mis autour de la table Guinéens et Maliens pour des propositions de solutions sur les accidents de la circulation. Le secteur éducatif, c'était un secteur qui peut largement contribuer à la réduction, à l'intégration de la citoyenneté en Guinée, mais aussi on peut passer par ce tunnel-là pour faire savoir certaines règles de conduite citoyenne en Guinée. C'est un moyen de faire passer certains messages à très bas coût qui puissent permettre à l'État de faire des économies sur une politique de sensibilisation par rapport au taux d'accident en Guinée. Au Mali, il y a eu des modules qui étaient enseignés dans l'école primaire et qui a vraiment permis aux élèves de connaître, de prendre connaissance avec les codes de la route. Donc nous invitons les autorités guinéennes vraiment à aller avec la société civile, la presse que vous êtes, à mettre en place une agence en charge de la sécurité routière. La gouvernance routière, l'impact économique et social des accidents de la circulation. Quelle action sociale pour limiter les accidents de la circulation? Ces thématiques ainsi que d'autres ont été abordées pendant ces assises. On a des énormes difficultés dans l'axe Bambeto-Koza, Bambeto-Kipé. Vous verrez les mototaxis qui dévient, qui prennent les personnes, 3 personnes, 4 personnes sans casque, les surchargent, ils enlèvent le casque. Quand ils voient un policier, il prend, il porte. Il faut sensibiliser la population. L'absence des panneaux de signalisation sur nos routes, l'imprudence de certains conducteurs, le mouvement incontrôlé des motards sur les routes sont quelques causes liées aux accidents de la circulation. Les acteurs ont évoqué ces différentes préoccupations. En 2005, il y a eu un rapport publié par l'OMS, une étude comparative des 10 principales causes de décès. L'accident de la circulation figurait au 9e rang. Ils ont alerté. Si rien n'est fait, d'ici 2030, l'accident de la circulation va grimper au 5e rang. L'objectif de cet atelier, c'est quoi? C'est la mise en place d'une agence nationale de la sécurité routière. En plus des experts venus de la sous-région, cette rencontre a aussi connu la participation des représentants des départements concernés par le phénomène.
Il s'agit du ministère de la Sécurité, des Transports, des Travaux publics et de la Santé. Et ce public reportage à Sigirini, dans la préfecture de Sigiri, le village Carrefour va être relocalisé par la société minière de Dinguiraye. Le district affecté par l'exploitation minière accepte de déménager sur un autre site. C'est au terme de plusieurs années de négociations entre les deux parties. Mamadi Terna Kamisoko, Suleiman Kamara. Carrefour, ce district de la sous-préfecture de Sigirini est parmi les localités directement affectées par l'exploitation de la SMD, société minière de Dinguiraye. Sa proximité avec le parc à résidus de la société a souvent été source de problèmes. C'est pourquoi, après plusieurs années de négociations, les populations de ce district décident d'être relocalisées. Sur le terrain, une équipe d'études du projet échange avec les communautés autour des mécanismes de leur déplacement. Notre mission, c'est de venir rencontrer toutes les parties prenantes de ce projet, afin de comprendre tout ce qui les préoccupe, leurs souhaits, que ce soit du côté du projet, que ce soit du côté des populations, et nous en faisons une analyse et nous leur proposons des solutions. Nous avons accepté de quitter notre village et d'être relogés. Nous le faisons pour préparer l'avenir de nos enfants. Tout ce que nous sollicitons du gouvernement et de la société, c'est de nous aider pour ne pas qu'on regrette cette décision. Sunkaro Kamara est née dans ce village et pratique l'agriculture. Chaque matin, elle s'occupe de son petit potager qu'elle a su développer autour du village. Aujourd'hui, elle adhère à l'idée du projet tout en sollicitant de meilleurs espaces cultivables sur le nouveau site qui sera prochainement identifié. On rencontre assez de difficultés au village. Les femmes n'avaient pratiquement plus où faire la culture maraîchère. Donc, nous voulons qu'on nous aide là où on va pour que de nombreuses femmes puissent avoir des domaines pour le maraîchage. Nous sommes sûrs que l'impact de cette relocalisation sur cette population sera d'abord de les protéger contre tout ce qui peut avoir comme probabilité de déversement de cette digue et de son contenu vers le village, mais en plus de faire des installations qui seront encore plus améliorées que les conditions d'habitation actuelles de cette population. La réalisation de ce projet d'intérêt communautaire pourrait davantage renforcer la cohabitation entre la SMD et ses populations environnantes. À présent, cap sur Dinguiraye où se prépare activement la succession du calife de la Tidjania et l'Haj Moutagatal décédé récemment. Tandis que les tractations sont en cours pour désigner un nouveau calife, notre rédaction vous propose ce soir des témoignages sur le défunt et la portée de sa mission qu'il a héritée de l'Empire omarien. C'est un grand format signé Habib Kiam Salif Silla. Au son de la tabala, la dépouille du gardien de la Tidjania est honorée par des milliers de fidèles massés à la grande mosquée de la Joumartal. À l'image du chef de l'État et ses proches, l'émotion traduit toute la mission ancestrale et religieuse dévolue aux défunts. Un calife, c'est le remplaçant ou le représentant de la divinité d'Allah sur terre par rapport à ses créatures. Alors nous avons vraiment l'honneur de vous dire El Hadj Mountaga a rempli sa vie dans la bonne voie, a rempli sa vie pour l'islam, a rempli sa vie pour l'héritage qu'il a trouvé par ses aïeux. Le calife, c'est le gardien des hommes en islam. Avant, on l'appelait Amirul Mouminin, le guide religieux. L'appellation de calife a été adoptée sous le magistère d'El Hadj Alpha Amadou Tall, ancien calife. C'est la tradition. Depuis la nuit des temps, la direction de la Tidjania est incarnée par la famille Tall à Dinguiraye. Après le décès d'El Hadj Mountaga Tall, le 18 janvier 2019, la procédure de succession est enclenchée conformément à la tradition. Après El Hadj Omar, il y a eu 4 de ses enfants qui ont succédé. Après ses enfants, il y a eu aussi 3 de ses petits, 4 aussi, ou 5 même de ses petits-enfants qui ont succédé. Il y a des gens aussi
qui sont très bien parmi le staff du calife. Mais comme le respect qu'ils ont accordé à El Hadj Omar depuis toujours, donc c'est pourquoi toujours on confie le califat à la famille Tall. Qui pour succéder à El Hadj Muntaga Tall? Seule la famille Tall et certains caciques de la tradition omarienne détiennent la réponse. La désignation du calife obéit toutefois à une éthique. Toujours il y a un doyen de la famille. Le plus âgé, c'est lui qui va succéder. Donc c'est ça. Il y a des Tall à Ségou, à Bandiangara, à Kougnakare, à Diombougou, à Degembere, à Dakar ou encore au Nigeria. Ce sont eux qui choisissent à l'unanimité le calife de Dinguiraye. À en croire certains, El Hadj Muntaga Tall avait déjà choisi son successeur. Mais dans la foulée, le goût de la chefferie semble hanter plusieurs héritiers de la tradition omarienne. Habib Thiam, merci pour ce grand format. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain.